Jacques Gandebeuf est né en 1926. D'origine auvergnate, il découvre par un hasard professionnel la Moselle. De Mosellan de raison, il devient très vite Mosellan de cœur. Journaliste à Clermont-Ferrand, puis dans la presse stéphanoise, il entre au Républicain Lorrain en 1966 en tant que grand reporter. Il mène une vie professionnelle dense et intense de globe-trotter tout en s'interrogeant sur le particularisme local, à tel point que l'heure de la retraite sonnée, il court satisfaire sa curiosité en plongeant dans les méandres de cette complexité mosellane. Plusieurs ouvrages et conférences naîtront de ces investigations, d'autant plus intéressantes que c'est un Français de l'intérieur qui portera son regard sur ces Mosellans longtemps stigmatisés de Boche de l'Est. Par tempérament, il supportait assez mal les clichés imbéciles, de quoi décomplexer un peu ces Mosellans. Alors c'est par hasard qu'il découvre la Moselle et c'est aussi par hasard qu'il occupe à Metz l'immeuble dans lequel vivait une certaine Hertha Strauch, alias Adrienne Thomas. Qui est Adrienne Thomas et pourquoi la ville de Metz ne voulait-elle pas se souvenir? Une question à laquelle Jacques Gandebeuf répond dans son livre Adrienne Thomas, le fantôme oublié de la gare de Metz. Bonjour à tous, bienvenue entre les lignes. Bonjour Jacques Gandebeuf, ravi de vous savoir ici. Bonjour. Voilà, alors donc, première question, comment est-ce que vous avez rencontré Adrienne Thomas? Je dois au préalable signaler que je ne suis pas le premier à avoir inventé Adrienne Thomas. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, notamment à Saint-Avold, où elle est née, en 1897, si je ne m'abuse, et qui se sont penchés bien avant moi sur son histoire. Mais le problème est que Adrienne Thomas, c'est son nom de guerre, n'est-ce pas, s'est surtout exprimé sur la région Messine, et que la région Messine, disons, l'avait un petit peu mise de côté. Mais vous, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Comment vous l'avez découverte? Alors, ma rencontre à moi, elle est double. La première rencontre est minime, c'est celle dont je vous parle. Je savais qu'il y avait eu une Adrienne Thomas, dont on parlait très peu, et j'avais laissé ça de côté parce que j'avais d'autres travaux à faire. Et je me disais, un jour, j'essaierai de voir qui est cette dame. Et puis la deuxième rencontre plus importante, c'est que par hasard, j'habitais à l'étage au-dessus. Et le jour où j'ai lu ce livre que je me suis procuré à la bibliothèque, j'apprends cette nouvelle-là. Ce n'était pas une nouvelle, sauf pour moi, mais j'ai éprouvé à ce moment-là ce qu'éprouve tout journaliste lorsqu'il a l'impression que son destin lui fait signe. C'est des choses qu'il ne faut pas jamais rater. Le hasard, c'est quelque chose qui a un sens pour vous? Dans ce cas-là, il en a eu un. Je me suis dit, celle-là, elle est pour moi. Elle ne peut pas m'échapper. Et je suis parti en guerre. Ça tombait assez bien parce que depuis déjà longtemps, j'étais en retraite et que j'avais déjà écrit plusieurs livres sur les problèmes du département qui sont très compliqués. Et donc, je me suis attaqué au problème d'Adrienne Thomas comme je l'aurais fait pour un reportage, ce que j'avais l'habitude de faire. En quelques mots, Adrienne Thomas, donc c'est une écrivaine qui a écrit, qui a vécu à Metz. C'est une petite fille, fille de colons allemands civils qui débarquent dans la région de Saint-Avold pour vendre des caleçons aux militaires dans les années, je pense, 1890. Bon, cette petite fille, elle naît donc à Saint-Avold. Elle se retrouve Messine parce que les parents déménagent dans les années au début de 1905-1906. Et quand elle a 17 ans, elle est Messine, quoi. Elle a une vie Messine de petite Allemande qui a son adolescence avec la moitié de ses copains qui sont allemands et l'autre moitié qui sont français, qui ne sont pas partis. Alors pour résumer, pour aller un petit peu plus vite, donc elle est juive, elle est allemande et surtout et Messine à la fois. Voilà, et surtout en 1914, que dis-je, elle a l'idée, plus qu'une idée, elle se sent obligée d'aller proposer ses services, attendu qu'elle a vu tous ses copains partir au front. Alors voilà. Et donc elle s'engage à la Croix-Rouge, à la gare de Metz, qui était une gare qui avait été prévue justement pour cette guerre qui arrivait. Et à la Croix-Rouge, elle découvre toute la misère du monde, des soldats fracassés, bref, elle y reste 1 an et demi. Après, elle revient avec ce poids qu'elle a gardé sur des notes. Ces notes, elle les rédige dans la chambre d'au-dessus. Mais ça, je savais. Moi, et il en sort un livre qui s'appelle Et il en sort un livre, mais 10 années après. Voilà. Ce livre, c'est une autre histoire, parce que c'est l'histoire d'une dame qui devient connue, qui est traduite dans 15 langues. Ça, on va y revenir. Alors, je vous arrête un petit peu, Jacques. Hein, voilà. En fait, vous dites à un moment dans votre livre que sans Hertha, sans Adrienne Thomas, on n'aurait rien su de la gare de Metz en 1914.
On a su beaucoup de choses quand même, parce que l'histoire de Metz est très connue par des historiens très compétents. Ce que je veux dire, non, c'était une parenthèse, je veux dire que la vérité cruelle, humaine de la gare de Metz, qui est très touchante même quand vous la lisez aujourd'hui, voyez-vous, avec des wagons, des trains entiers qui se succédaient, avec des blessés, des morts, des prisonniers qu'on envoyait en Allemagne. C'était un mélange de Français, d'Allemands, de détresse, de brutalité. Et cette jeune fille au milieu de tout ça, qui passait tout son temps à soigner les autres et qui était écœurée. D'ailleurs, elle est devenue, au fond, plus tard, une philosophe humaniste et pacifiste. Alors justement, on aborde là, on arrive à fêter le centenaire, enfin fêter, c'est peut-être pas le mot, de la guerre de 1914. Oui. Donc il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits sur cette guerre. Qu'est-ce que ce livre d'Adrienne Thomas a de différent? Eh bien, j'affine la réponse à la question que vous me posiez tout à l'heure. Pourquoi la gare? Parce que tout ce qui se passait dans la gare était évidemment bloqué par les autorités allemandes. Et Adrienne, il a fallu qu'elle soit, passez-moi le mot, pistonnée pour pouvoir se faire engager à la gare. Et on lui avait bien dit, tu ne raconteras pas ce que tu vois à la gare. C'est en 1914 par les dames de la Croix-Rouge allemande, vous voyez. Donc ils avaient bien conscience que cette gare était un théâtre exceptionnel. Et là, on peut dire que sans des témoignages comme celui d'Adrienne Thomas, beaucoup de médecins n'auraient jamais su ce qui s'était passé dans leur gare. Voilà. Alors contrairement, il se trouve aussi que, bon, c'est vrai que c'est une femme humaniste. Alors à côté de ça, il y a Maurice Barrès, qui est tout à fait le contraire. Alors lui, c'est un nationaliste. Alors c'est vrai que ça choque un peu. Les deux personnages sont totalement antinomiques. Mais ce n'est pas deux personnages de même... ils ne sont pas au même niveau, si vous voulez. Barrès, bon, je n'aurais pas la... Comment dirais-je, c'est pas la peine de préciser que c'était un très grand écrivain, qu'il a une plume magnifique. Mais moi, ma conclusion, après avoir longtemps travaillé sur ces problèmes, en étranger, avec un œil neuf d'Auvergnat, eh bien, c'est qu'il s'est complètement trompé sur la Moselle. Il n'a rien compris, quoi. Il a glorifié la Moselle francophone. Après tout, là, je respecte son point de vue. D'ailleurs, la malheureuse, elle a souffert aussi, quoi, hein. Mais l'autre, c'est comme si elle n'existait pas. Il n'en parle jamais, quoi. Ce qui prouve qu'il était soit volontairement, soit involontairement, d'une indigence politique effrayante. Mais en même temps, Adrienne, c'est une femme qui écrit sur la guerre, c'est pas courant non plus. La seule différence, c'est que Barrès a écrit à l'aide d'un personnage qu'il a inventé qui s'appelait Colette Beaudoche, et que Colette Beaudoche, malgré la qualité de cette invention, c'est une fille, c'est une espèce de Jeanne d'Arc assez attirante, qui est pure, et qui d'ailleurs est amoureuse d'un Allemand, d'où le drame inventé par Barrès, n'est-ce pas? Mais ça n'est qu'une fiction. Tandis que la petite Adrienne Thomas, qui ne portait pas le nom de guerre d'Adrienne Thomas, qui était la petite Hertha Strauch, à la même époque, c'est-à-dire l'année 1907-8, elle, ce qu'elle allait vivre, elle l'a vraiment vécu. Vous comprenez? Donc ça ne peut pas être comparable véritablement. Alors le livre d'Adrienne Thomas remporte un succès mondial, il a été traduit en 15 langues. Pourtant à Metz on reste dans le déni, alors un déni qui trouve son origine aussi dans la complexité de ce territoire mosellan. Eh bien oui, là je crois que vous posez la vraie question. Alors je vous propose d'écouter un extrait. Dans les familles bourgeoises, il incombait parfois aux domestiques de faire les traductions. Ces frontaliers, venus à Metz pour gagner leur vie, étaient engagés le plus souvent au service des messins francophones. Ils évoluaient ainsi dans un milieu si viscéralement bouffeur de boches qu'ils en souffraient pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec un manque de patriotisme. Ce qui les humiliait, c'était le mépris de leur dialecte germanique. Leurs employeurs, sans trop réaliser le racisme de leur attitude, se faisaient en effet un malin plaisir de mettre dans le même sac la langue de Goethe, qu'ils refusaient de connaître, et le platt, qu'ils nommaient sur un ton hautain le patois des domestiques. En quoi ils faisaient d'une pierre deux coups, puisqu'ils se moquaient de l'envahisseur tout en brocardant l'envahi. Cette manière fait penser à l'arrogance, née d'ailleurs à la même époque des Bruxellois pour les Flamands. Adrienne Thomas aurait pu écrire des lignes sur cette complexité mosellane, puisqu'elle l'a en partie vécue. Elle est née à Saint-Avold, elle a vécu à Metz. Et d'ailleurs, Saint-Avold lui a accordé un prix Adrienne Thomas, alors que Metz, finalement, l'a complètement occupé. Bien sûr. Mais bien sûr qu'elle aurait pu écrire, parce qu'elle avait parfaitement compris tout ça, avec beaucoup moins, malgré tout, d'exploration qu'il a été possible à un journaliste 100 ans plus tard, quoi. Parce que moi, je me suis penché sur le problème exact de cette question que vous posez, que vous venez de poser. Tandis qu'elle, c'était plutôt dans le courant
de ces conversations quotidiennes qu'elle avait avec ses camarades, soit d'un côté, soit de l'autre, qu'elle était amenée toujours à se dire, mais vraiment, ce pays est très compliqué, et qu'elle commençait à entrevoir, mais elle n'a jamais écrit sur le problème de la Moselle, parce que la Moselle l'a oublié complètement. Et parce que je suis obligé de vous dire, sans être trop long, qu'en 1940, les Allemands ne l'ont pas raté, qu'au dernier moment, elle a pu se sauver aux États-Unis, qu'elle y restait 5 années, qu'elle s'est mariée là-bas avec un intellectuel autrichien qui était lui-même des brigades internationales avant, à la guerre d'Espagne, et qu'elle est rentrée en 1946, et que son premier mouvement était de retourner à Metz pour voir ses médecins. Et elle a vite compris que tout le monde avait oublié son nom, même si, entre-temps, son livre avait été lu, mais par 1000 personnes. J'ai posé la question aux éditions du Seuil à Paris pour savoir en 1900, je ne me rappelle plus de la date, dans les années 30, son bouquin, son fameux livre, Catherine Soldat, à combien d'exemplaires avait-il été tiré? Et on m'a dit pas plus de 1000. Vous voyez, j'ai le chiffre. Ah oui, d'accord. Ça, on me l'a dit personnellement. Oui. Jacques Gambet, vous avez sorti d'autres personnages de l'oubli, Paul Tornoff, Auguste Dujardin. Ah oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il régnait à Metz un sentiment anti-germanique puissant. Est-ce que tout doucement, Metz retrouve sa mémoire? Attention, ça n'est pas aussi simple. Hein. Il était parfaitement normal que les Allemands n'aient pas la côte à Metz. Après ce qui s'est passé, ils l'avaient bien cherché. Hein. Ça, de ce côté-là, je n'ai pas changé d'avis, malgré tout le travail que j'ai essayé de commettre dans cette région depuis que je me suis penché dessus. Mais le problème n'est pas là, le problème est plutôt de la distorsion de la véritable histoire de l'annexion. L'annexion, c'est quand même 48 années. Hein. Les gens d'ici sont bien placés pour le savoir aussi. Mais il y a une forte influence culturelle aussi. Pardon ? Il y a une forte influence culturelle. Oui, mais cette influence culturelle est venue des milieux les plus revanchards, les plus barétiens, si vous voulez, de l'époque, c'est-à-dire des gens qui avaient nourri, et ça, encore une fois, je peux le comprendre, une haine contre l'Allemagne qui les avait envahis, mais qui n'ont pas été capables en 19 de réinventer, compte tenu de la situation particulière de ce département, un savoir-vivre qui permette très vite, non pas de pardonner, mais d'essayer, tout comme en 1945 d'ailleurs, de voir un petit peu plus loin, quoi. On ne leur demandait pas d'inventer l'Europe à l'époque, mais c'était plus possible de rester dans ce climat qui est celui qui a fait tant de mal à la mémoire d'Adrienne Thomas et qui a commencé, si vous voulez, avec 70 et qui s'est terminé en 1919. Ce que je voulais dire aussi, par exemple, la cathédrale de Metz, vous en parlez sur votre site. Oui, mais les exemples sont très nombreux, quoi. Ils sont très nombreux, oui. Mais aujourd'hui, tout doucement, Metz... oui, et je vois à quel point, moi je suis frappé à quel point c'est bien accueilli par les gens que je connais à Metz, qui est une ville que j'adore. Et à Metz, tout le monde reconnaît, je ne suis pas le seul à parler de tout ça, attention. Je ne suis pas en train de me faire de la publicité, parce qu'il y a des quantités de personnes qui font des recherches sur l'annexion. C'est le grand problème à Metz aujourd'hui. Les gens sont en train de s'apercevoir, c'est comme s'ils ouvraient un livre dans lequel ils disent « Ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Tous les jours, on apprend quelque chose. Moi, j'apporte ma petite pierre, c'est tout. Et puis, je ne suis pas historien. Ouais. L'avantage, c'est que je peux écrire à mon gré ce que je veux, sans être obligé de donner la source en dessous, parce qu'il y a des choses, on n'a pas besoin d'un bout de papier pour comprendre que c'est vrai. Alors, Adrienne Thomas, elle a également rencontré des personnalités comme Jean de Pange. C'est plutôt lui qui l'a rencontré, parce qu'il a fait son travail de journaliste. Je ne connais pas, j'avais jamais entendu parler de Jean de Pange. Nous avons très peu. Jean de Pange. Et ce type était magnifique, c'est le seul qui a dit, mais voilà cette bonne femme qui est formidable. Je parle en 1945, quand elle rôdait dans Metz, pour essayer de trouver quelqu'un qui lui dise « Ah, c'est vous !» Ils sont repartis comme deux malheureux avec son mari, personne ne les a reconnus. Sauf le curé de Mondelange, qui est resté son seul ami. Extraordinaire, avec lequel elle avait connu en faisant du ski en Autriche dans les années 38, avant de quitter ce pays, avant l'Anschluss et tout ça, et qui, le curé de Mondelange, lui est resté fidèle. Et c'est extraordinaire, personne ne savait cette histoire. Finalement, le drame d'Adrienne Thomas, c'est d'aimer un territoire qui finalement Oui, son drame, c'est qu'elle est un exemple magnifique de ce qu'est l'amour d'un pays au-delà des nationalités. Voilà. Et ça, les Français les plus bornés de cette époque ne l'acceptaient pas. Hein,
Alors aujourd'hui, Metz a fini de bouder Adrienne Thomas. Elle a désormais un passage à son nom à la gare de Metz. Oui. La gare, tant décriée sur le plan architectural par les Messins, est inscrite depuis 1975 aux monuments historiques. Ah oui. Alors Jacques Gandebeuf, l'Auvergnat, nous parle de cette Moselle et des Mosellans comme aucun Mosellan n'aurait osé ou su le faire. Pour une fois, c'est un regard bienveillant qui se pose sur cette partie de la France en quête identitaire. Écoutez cet extrait de Jacques Gandebeuf. Boche de l'Est, ça commence mal. Hein. En Moselle, en tout cas, la frustration renaît de ses cendres. Et ce n'est pas du luxe. Malgré 3 guerres et 2 annexions, l'effacement du département reste flagrant dans nos bibliothèques. Le simple nom de Moselle nage dans le grand bocal alsacien-lorrain comme une queue de cerise oubliée dans l'eau de vie. Même s'il a conservé une mentalité vierge dans cette Alsace-Lorraine virtuelle où il n'existe plus, le Mosellan a l'impression d'être une pièce rapportée. Dès qu'un hasard l'amène à discuter avec un inconnu à propos de la dernière guerre, il doit d'abord expliquer à son interlocuteur qu'en Lorraine, les Mosellans sont une autre espèce de Lorrain. Voilà, alors c'est un extrait donc d'un article du site mosellehumilié.com qui est intitulé Boche de l'Est. Alors, un site, avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Un site que vous comparez comme à une bouteille jetée à la mer. Alors j'adore cette phrase. Ce site est une bouteille à la mer. À l'intérieur, il y a un bout de papier un peu flétri sur lequel on a écrit cette phrase. Vous le saviez, vous, que les Mosellans avaient pu se sentir humiliés? Oui. Pourquoi vous avez fait ce site alors? Quelle était l'origine de ce site? Parce que c'est la première chose que j'ai ressentie ici. J'étais comme toute personne de l'intérieur. J'avais 12 années de journalisme entre Lyon et Saint-Étienne. Et j'ai été chômeur 6 mois aussi, mon Dieu, 6 mois à l'époque, parce que j'ai démissionné imprudemment d'un journal en croyant rentrer dans un autre, et puis que c'était une grande crise de la presse à l'époque dans la région. J'ai été un petit peu inconscient, et puis au moment où je me suis mis à rechercher du travail, bon, il fallait encore attendre un peu. Bref, j'ai attendu 6 mois, ça a été une très dure leçon. Parce que je marchais très bien dans ce métier, je commençais déjà à faire beaucoup de reportages, et du jour au lendemain, il m'a fallu trouver du travail. Alors quand vous êtes arrivé en Moselle... Je suis arrivé en Moselle avec la mentalité du gars qui n'allait pas y rester longtemps. Parce que comme tous les gens qui sont comme beaucoup de personnes qui vivaient dans la France de l'intérieur, notre imaginaire au sujet de la Moselle, il était nul, quoi. On ne savait rien. Et donc, il y avait une vague association quand même d'un territoire un peu barbelé, quelque part. Voilà, pas plus que ça. J'arrive à Metz, je suis bien reçu, et on me dit à l'allemande, voilà, quand vous travaillez, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, vous gagnez tant. Bon, ok, vous avez la même chose, très bien, merci, mais on vous prévient, dans 3 mois, ça ne fait pas l'affaire, au revoir. Et moi, j'ai aimé ça. Je me suis dit, là, c'est pas du tout la même chose que chez nous. Parce que chez nous, c'était jamais clair, ces histoires-là. Ça pouvait durer 6 mois. Et ce côté précis, je me suis dit, d'abord, première réaction, ça y est, je suis en Allemagne. Et puis, deuxième réaction, j'ai commencé à me faire des amis ici. Je me suis aperçu que c'était très, très compliqué. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit. C'est pas simple, tu vas voir. Et encore, vous étiez du côté messin, après vous avez découvert mais le côté encore messin m'a vite gêné. D'abord, j'avais affaire avec les gens de Nancy, que je retrouvais sur le reportage. Et eux, ils venaient me voir, ils me disaient, dis donc, c'est toi le type de l'intérieur qui travaille à Metz, mais t'es fou, t'es chez les Boches. Vous voyez comme c'est compliqué. C'est là que j'ai vu que c'était compliqué. Parce que dans ce pays, en Lorraine, on est toujours le Boche de quelqu'un. À mesure qu'on remonte, hein, le Nancéen, il est le Boche le Messin est le Boche du Nancéen. Disons qu'à Sarreguemines, vous êtes le Boche du Messin. À Bitche, je crois savoir que vous êtes un peu les Boches des Sarregueminois. Et après, j'ose pas continuer plus haut. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à Bordeaux, tout le monde est des Boches. Donc c'est extraordinaire de bêtises, ce truc-là. Et c'est la première chose que j'ai sentie. Et j'en parlais à Madame Pull, qui était la patronne du journal à l'époque, et je lui disais, ça m'intéresse tous ces problèmes-là. Elle me dit, attention, touchez pas trop à ça, parce que c'est compliqué. Ah, j'ai dit, je le crois. Et quand je suis arrivé en retraite, à l'âge de la retraite, c'est-à-dire en 92, après 65 années de métier, d'âge, je veux dire, pas de métier, j'ai décidé d'étudier ça comme j'aurais fait un reportage. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de faire 5-6 livres avec l'appui du journal qui m'a beaucoup aidé. Parce que quand je voulais un communiqué, il suffisait que je résigne
que je rédige 10 lignes dans le journal, immédiatement les gens m'écrivaient. Alors j'ai obtenu des réponses formidables. Vous ne parlez pas le patois, vous ne parlez pas le plate. Je ne parle pas le Vous plate. avez été alors vous avez je ne parle pas l'allemand, je ne parle pas de plate. cette, ça ne m'a pas empêché pendant des années de couvrir les élections allemandes. J'avais un interprète et puis ça marchait aussi bien. Voilà. Alors donc il y a la Moselle francophone, il y a la Moselle germanophone. Mais j'ai mis 10 ans pour savoir ça. Vraiment. Moi je croyais que tout était mélangé. Oui. Je croyais qu'à Sarreguemines, il y aurait quelques noyaux francophones et qu'il y aurait aussi beaucoup de noyaux germanophones à Nest. Pas du tout comme ça que ça se passe. Même s'il y a des petits... En fait, il y a beaucoup de choses mélangées, mais certainement pas des quartiers comme le Corée. J'ai découvert l'existence de la ligne linguistique après 10 années, hein, à force de parler, mais j'ai dit enfin... Et puis je me suis dit, mais c'est la clé de tout ce truc-là, puisqu'on n'en parle jamais. Moi, j'en ai jamais parlé dans mon journal. J'ai jamais rien vu qui me parlait de la séparation linguistique. Alors j'ai été voir et j'ai vu que d'un village à l'autre, vous faites 3 kilomètres et les petites vieilles, elles ne parlent pas le même patois. C'est émouvant, ça. C'est merveilleux. Et vous relatez aussi cette honte aussi que les gens ont parfois de leur accent, de leur parler. Ah ben ça fait partie. Ça, c'est le prix à payer à cause du parti pris et comment dirais, du cannibalisme des Lorrains, pas de tous les Lorrains, du journal Le Lorrain, pour ne pas le nommer, qui à partir de 19 s'est conduit vraiment d'une façon incroyable, quoi. Alors vous étiez pendant je ne sais pas plus combien d'années, 26 ans au Républicain Lorrain. Oui. Vous avez connu le Républicain Lorrain. Puisque ça, je suis arrivé en 66. En 66, oui. En 66. Oui. Donc France Journal existait encore. Oui. Ah ben, première nouvelle pour moi aussi. Oui, donc vous Parce découvrez que France Journal. à côté de moi, il y avait des collègues qui parlaient toujours allemand. Un jour, j'ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? On a un journal allemand. Ah, oui, un journal allemand. Ah, très bien. J'avais de très bons contacts avec eux. Et quand je faisais des articles, des fois, ils les gardaient pour les traduire. Alors, un jour, j'ai cherché à voir ce que ça donnait. Alors, je vois mon article en allemand. Évidemment, je ne comprenais pas un mot. Je savais de quoi il parlait. Puis à la fin, il y avait von Jacques Gambeuf. Alors j'ai pris ça, et je montrais ça à mes parents à Clermont en disant, tu vois, là, attention. Je trouvais ça drôle, quoi. Après tant d'années de journalisme, qu'est-ce que vous portez comme regard aujourd'hui sur le journalisme, justement, après toutes ces évolutions? Écoutez, ça paraît un peu... C'est toujours difficile quand on est plus vieux de juger ce qui est plus jeune. Et j'ai parfaitement conscience de ça. Parce qu'on a toujours peut-être tendance à dire de mon temps. Mais ceci étant dit, je pense sincèrement, par rapport au métier que j'ai connu, qu'aujourd'hui, il souffre beaucoup ce métier, et mes confrères aussi. Parce que maintenant, la guerre au tweet, la guerre à Facebook, c'est lamentable. C'est tout sauf du journalisme maintenant. On va chercher ce que les lecteurs disent pour en faire un article le lendemain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Ça me scandalise. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes, c'est pas ça qu'ils attendaient du métier. C'est la crise dans ce métier. Il y a beaucoup de vocations qui permettraient beaucoup, mais aujourd'hui, la presse est dans les mains de l'argent, et puis voilà, quoi. Moi, je l'ai vu arriver, ça a commencé dans les années 80, même chez nous, au Républicain Lorrain, on a vu arriver des petits marquis, des gens qui avaient fait les écoles, qui vous expliquaient que le journalisme, maintenant, il fallait faire des modules, des choses comme ça, au lieu d'écrire. Pour la première fois, on commençait à me dire, c'est trop long. Alors ça, vous n'avez pas connu avant? Ah non, moi j'ai connu l'époque où je disais à la patronne, écoutez, là j'ai une grosse affaire, j'avais la page, quoi. On attendait le dimanche pour ça. Et puis s'il fallait la différer, on la différait. Mais j'avais la page. Mais en tout cas, le quart de page, c'était le reportage normal. Après, on a vu des gens qui vous disaient 100 lignes, pas plus, 50 lignes, pas plus. Tout calibré d'avance. Jacques Gambeuf, on arrive déjà au terme de cette émission. C'est vrai qu'on pourrait en discuter encore pendant une heure. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous. En tout cas, nous aussi, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Il reste encore un dernier exercice, c'est de marquer sur le tableau une petite phrase. Vous allez y aller tout à l'heure. Voilà. C'est fait, je crois. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et à tous nos téléspectateurs, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à assister à ce débat et à très bientôt entre les lignes.